Et je tiens à rappeler tout d'abord pour quelles raisons en fait on a voulu organiser ce cycle à l'Université populaire et quels sont, en quoi ça rejoint les principes de l'Université populaire. Parce que l'Université populaire, elle consiste à donner à tous les publics une information scientifique la plus précise possible, de manière à ce que chacun puisse se faire son propre jugement dans tous les domaines, sur quelque matière que ce soit. Et dans ce cas-ci aussi, ce qu'on voulait viser principalement, c'était donner tous les éléments nécessaires pour se faire un jugement personnel sur la question, et c'était d'autant plus nécessaire que, comme on l'a vu et comme je vais un peu le récapituler, l'information, justement, est extrêmement défaillante, à peu près sur tous les aspects de cette crise. Et pour nous, l'information scientifique, elle ne vise pas seulement à donner des connaissances brutes, elle vise aussi à faire comprendre la démarche scientifique, c'est-à-dire on ne va pas donner des résultats de manière dogmatique en disant voilà la vérité à laquelle on est arrivé. Ce qu'on veut, c'est montrer quelle est la démarche, c'est-à-dire comment on est arrivé à obtenir ces résultats, quelles sont les précautions méthodologiques qu'il faut prendre pour ne pas avoir de biais scientifiques. Et on va et aussi signaler quelles sont les controverses éventuellement et les incertitudes qui demeurent et donc qui sont encore discutées et recherchées par les scientifiques. Donc tout ça, ça fait partie de la manière dont on pense qu'il faut donner une information. Alors par ailleurs, quand il y a des enjeux, comme actuellement des enjeux sociaux et politiques de questions scientifiques, les scientifiques, ils apportent les outils nécessaires pour juger, mais ce n'est pas eux, ce n'est pas leur opinion qui est exprimée, c'est pas eux-mêmes qui jugent et c'est pas eux-mêmes qui indiquent comment prendre les décisions. Ils apportent les instruments de leur discipline. Mais aussi, si ces outils, ces instruments sont utilisés de manière biaisée ou erronée ou tronquée, alors c'est aussi à eux de le faire remarquer en public. Et c'est aussi à eux de protester et de rappeler ce que sont ces données, ou en quoi elles manquent, ou en quoi elles sont mal utilisées. Donc c'est aussi ce qu'on fait ici. Or, c'est justement un constat à peu près reconnu généralement que depuis le début de l'épidémie, la communication, donc aussi bien de la part du gouvernement, des autorités sanitaires, que de la presse qui en est le relais, cette communication, elle illustre à peu près tout le contraire de ce que je viens de dire. Donc, pas d'informations précises et exactes, pas de reconstitution de comment on sait ce qu'on sait, aucune délibération sur le rapport entre ce qu'on sait et les enjeux politiques et sociaux. Donc, en fait, tout était à remédier. Il fallait absolument compenser tout ça. Alors, les décisions donc politiques sont assénées sans référence à des études scientifiques, alors qu'elles se disent reposer sur des études scientifiques, mais il n'est pas renvoyé à des références précises, donc il est difficile de vérifier la justification des mesures qui sont prises. Comme on l'a montré à plusieurs reprises dans les séances précédentes, les indicateurs chiffrés qui sont publiés quotidiennement et sur lesquels sont basées les décisions, ces indicateurs, pour différentes raisons tout à fait explicables, sont très défaillants eux-mêmes, en fait sont insuffisants, voire erronés. Et on a vu notamment pourquoi c'était si difficile de recueillir certaines données, donc c'est tout à fait normal. Mais même si certains organes de presse ont signalé ces défauts et expliqué pourquoi ils étaient difficilement contournables, malgré ça, c'est toujours sur ces mêmes chiffres que s'appuient toutes les mesures qui sont prises, y compris les plus récentes. Alors, un exemple de cette réduction à des indicateurs extrêmement défaillants a été donné il y a quelques jours dans le journal Libération. Les mesures renforcées qui ont été prises fin septembre, notamment à Marseille et dans d'autres régions de France, ont été basées sur une projection de l'Institut Pasteur, c'est-à-dire donc une modélisation mathématique prévisionnelle des placements en réanimation. Et cette projection était tout à fait catastrophique. En fait, elle annonçait en très peu de temps une multiplication absolument cataclysmique des besoins en réanimation. Alors, donc les mesures ont été prises sur cette base. Ensuite, peu de temps, une semaine après, l'Institut Pasteur a publié, enfin pas publié en public, mais a
transmis au conseil scientifique une autre modélisation en disant que la première, en fait, était erronée parce qu'elle n'avait pas tenu compte de tas de facteurs de modification et donc l'Institut revenait complètement sur cette projection et la nouvelle diminuait à peu près de moitié la progression prévue, donc la hausse prévue des besoins en réanimation. Alors, le journaliste de Libération qui est allé voir cette étude dit qui est allé comparer différentes données, donc à la fois celles sur lesquelles reposait l'étude et puis des données qu'on avait eues entre-temps, puisque c'était une étude qui se reposait sur des données déjà un peu anciennes. Et lui, qui a comparé tout ça, il dit que cette étude, la deuxième corrigée, est encore bien surestimée par rapport aux indicateurs nouveaux qu'on a pu recevoir. Et ce qu'il fait surtout remarquer, parce que là on pourrait dire oui mais bon c'est des querelles par rapport aux difficultés de modélisation, c'est pas évident et tout ça, ok. Mais ce qu'il fait surtout remarquer, c'est que ces projections de l'Institut Pasteur ont été transmises uniquement, exclusivement au conseil scientifique qui conseille le gouvernement, et ensuite le gouvernement a pris ses décisions sans consulter personne d'autre et sans faire référence donc aux tenants et aux aboutissants de l'étude, donc à la manière dont elle avait été faite et à ce sur quoi elle reposait elle-même. Et donc ce journaliste conclut, le gouvernement, je cite, le gouvernement continue de jouer au jeu dangereux de la diffusion sélective et de l'opacité. Et c'est bien ça le problème. Alors, donc ça c'est, là je viens de donner deux indications de la très mauvaise information qui circule généralement et que nous, on essaie de corriger, notamment par ce cycle. Une troisième indication, c'est que il n'y a pas de véritable débat et controverse sur les données scientifiques ni sur les mesures appropriées en fonction d'elles. Pourquoi ? Parce que tout discours qui s'oppose au discours officiel est ou bien censuré, d'une manière explicite ou pas explicite, ou bien mis de côté, ou bien disqualifiés par des procédés qu'on peut vraiment appeler sophistiques, par des procédés qui ne sont pas des procédés argumentatifs et donc reposant sur des raisons raisonnables. Alors je donne deux exemples. Un exemple de ce procédé qui consiste simplement à ignorer, ne pas mentionner, voire censurer. Alors c'est vraiment un exemple de censure. Il y a eu une tribune signée par plus de 200 scientifiques en France, scientifiques, universitaires, professionnels de santé, qui s'intitulait « Il est urgent de changer de stratégie sanitaire face à la Covid-19 ». Et cette tribune devait paraître dans le journal du dimanche du 27 septembre. Elle avait été acceptée par le responsable de la rubrique Tribune Opinion et donc elle s'apprêtait à le publier. Mais la décision a été cassée par la rédaction en chef, sans aucune justification, sans aucune explication de la raison de ne pas faire passer cette tribune. Donc je répète son titre, c'était « Il est urgent de changer de stratégie sanitaire face à la Covid-19 ». Or, on ne peut pas reprocher à cette tribune de répandre des fake news. Vous savez qu'un procédé qui est tellement facile maintenant et tellement répandu, c'est de dire tout ce qui n'a pas reçu le cachet officiel est une fake news ou court le risque d'être une fake news. Et donc là, on ne pouvait pas reprocher à cette tribune d'être fondée sur des fake news, puisque en fait, tous ces chiffres de base sur lesquels elle faisait cette proposition de changement de stratégie, tous ces chiffres de base étaient issus de sources officielles, notamment les chiffres de mortalité de l'INSEE, de l'Institut national de statistique, et sur une étude d'un institut de santé publique britannique qui évaluait les manières, qui comparait les différentes manières de compter les décès dus au Covid et les décès qui ne sont pas directement dus au Covid, mais qui sont associés, où le Covid est associé à une autre cause de décès. Bref, une question importante, je veux dire la question de comment est-ce qu'on compte, comment on arrive aux chiffres qu'on a, et puis la question de qui entraîne la question de la gravité effective de la maladie. Bref, cette tribune, je ne dis pas que tout ce qui était dedans était nécessairement intéressant, mais je veux juste dire qu'il n'y a pas de débat puisqu'elle n'est pas parue. Et donc, en fait, moi, je l'ai trouvée sur un blog de Mediapart.
Donc là, on peut la trouver, elle est publique, on peut la trouver parce que justement, on a contourné en fait tout ce qui est médias officiels qui ne voulaient pas la publier. Alors un autre exemple qui est carrément de disqualification, c'est une déclaration qui a été rédigée et signée par 3 épidémiologues états-uniens, tout récemment, ça s'est passé il y a quelques jours, et qui circule sur Internet, en plusieurs langues d'ailleurs, qui s'appelle Déclaration de Great Barrington, du nom d'une petite ville du Massachusetts où ça a été signé. Elle a été un petit peu commandée dans la presse anglaise et quasiment pas dans la presse francophone. En fait, j'ai trouvé quasiment personne qui faisait allusion à ça en français, sauf au Canada, parce que des médecins canadiens se sont ralliés en fait à cette déclaration. Donc c'est une déclaration qui est devenue aussi pétition pour ceux qui voulaient éventuellement s'y joindre. Donc je pense que ça vaut la peine de parcourir ces éléments essentiels. J'ai fait quelques coupures parce que c'était un peu plus long, mais parce que c'est vraiment exemplaire de une ouverture au débat qui, en réalité, ne débouche pas sur un débat, mais qui débouche sur différents procédés de disqualification auxquels je viendrai après. En tant qu'épidémiologiste des maladies infectieuses et scientifiques spécialisés en santé publique, nous sommes inquiets des impacts physiques et mentaux causés par les politiques actuelles contre le Covid-19 et nous recommandons une approche alternative que nous appelons protection ciblée, Focused Protection. Lorsque l'immunité augmente dans une population, donc dans le passage qui a été coupé, il donne quelques exemples de tous ces dégâts, et notamment en termes de santé publique pour toutes les autres maladies qui sont négligées à cause de celle-là. Mais pas seulement pour ça. Lorsque l'immunité augmente dans une population, le risque d'infection diminue pour tous, y compris pour les personnes vulnérables. Nous savons que toutes les populations vont un jour atteindre l'immunité collective, c'est-à-dire le moment où le taux de nouvelles infections est stable et que ce processus peut être aidé par un vaccin, mais ne repose pas entièrement sur lui. L'approche la plus compassionnelle, alors là on sent le souci très américain, l'approche compassionnelle pour équilibrer les risques et les bénéfices de la recherche de l'immunité collective, consiste à laisser vivre normalement ceux qui courent le moins de risques de mort, en vue de construire l'immunité au virus par infection naturelle, tout en protégeant mieux ceux qui courent le plus de risques. C'est pour ça qu'elle est compassionnelle, parce qu'évidemment, on ne sacrifie personne. Il ne s'agit pas d'être cynique et de dire laissons faire et on verra bien. Adopter des mesures pour protéger les plus vulnérables devrait être le but central des réponses de santé publique au Covid-19. Et là aussi, il cite une série d'exemples que j'ai passés. Dresser une liste de mesures complète et détaillée, y compris pour les foyers comprenant plusieurs générations, fait partie des prérogatives et des capacités des professionnels de la santé publique. Sous-entendu, mais en fait, on ne leur demande pas. En fait, on ne fait pas appel à eux pour justement utiliser leur savoir-faire dans ce type de mesures. Ceux qui ne sont pas vulnérables devraient immédiatement être autorisés à reprendre une vie normale. Des mesures d'hygiène simples, comme se laver les mains et rester chez soi si l'on est malade, devraient être pratiquées par chacun pour abaisser le seuil de l'immunité collective. Les écoles et les universités devraient rouvrir pour des enseignements en présence. Les activités extrascolaires, comme le sport, devraient reprendre. Les jeunes adultes qui présentent peu de risques devraient travailler normalement plutôt que depuis chez eux, donc avec tous les dégâts évidemment du télétravail dont de temps en temps on entend un peu parler. Les restaurants et les commerces devraient ouvrir. Les arts, la musique, le sport et les autres activités culturelles devraient reprendre. Les personnes qui présentent plus de risques peuvent participer, si elles le souhaitent, à ce processus, tandis que la société dans son ensemble bénéficie de la protection ainsi conférée aux plus vulnérables par ceux qui ont construit l'immunité collective. Et donc, je vous laisse lire les titres de chacun des 3 signataires. Or, cette proposition, elle a d'abord été disqualifiée comment ? Par amalgame avec le choix d'atteindre une immunité collective en ne faisant absolument rien. Donc, c'est-à-dire le choix cynique de dire on laisse faire totalement la sélection naturelle et tant pis pour ceux qui mourront. D'où des déclarations indignées sur le fait qu'on sacrifierait toute une classe d'âge ou bien des tas de personnes fragiles. Et c'est encore sur cet amalgame que joue le porte-parole de l'OMS qui vient de déclarer que le choix d'une immunité collective était intenable éthiquement et scientifiquement. Autrement dit, il sous-entend que la proposition va dans ce sens, alors que pas du tout, en fait. Elle vise juste à être ciblée. C'est précisément son titre. On a également reproché aux auteurs de vouloir établir une sorte de apartheid
sur la base de l'âge. Et or, on a lu qu'il disait les personnes fragiles devraient pouvoir choisir quel type de protection elles veulent et à quoi elles veulent être exposées ou non. Donc c'est uniquement sur base volontaire. Sur base volontaire, il ne s'agit pas d'un apartheid. Et d'autre part, surtout, ce sur quoi ils insistent, c'est de dire l'important, c'est de leur donner les véritables moyens matériels de se protéger s'ils le souhaitent, d'avoir le type de protection qu'ils souhaitent. S'ils veulent rester chez eux, s'ils préfèrent ne pas sortir du tout, qu'il y ait un service à domicile pour tous les besoins nécessaires qu'il faut leur apporter. S'ils préfèrent ne pas fréquenter d'endroits publics, il faut qu'il y ait des substitutions pour tout ce qui est nécessaire chez eux. Mais on n'est pas obligé pour cette raison d'empêcher tout le monde d'occuper l'espace public. Alors, il y a aussi la question des transports. Il faudrait aussi évidemment que les personnes qui sont fragiles ne doivent pas se passer totalement de transport public. Or, dans la situation actuelle, c'est ce qui se passe. Dans la situation actuelle, rien n'est assuré dans les transports publics. Donc, de fait, ce qui crée l'apartheid, c'est pas de dire faisons une politique différente, prenons des mesures différentes selon les classes d'âge. C'est pas ça qui crée l'apartheid. Ce qui crée l'apartheid, c'est la situation actuelle où, de fait, rien n'est prévu pour les gens qui n'osent pas sortir de chez eux et rien n'est prévu pour les gens qui doivent prendre les transports en commun. Comme vous savez bien, aux heures de pointe, on est entassé et, bien entendu, ce n'est pas le masque qui va empêcher quoi que ce soit dans ce cas-là. Alors, cependant, il y a deux objections qui sont plus pertinentes du point de vue scientifique et qu'on pourrait adresser à cette déclaration. Donc, elles ouvrent un débat, du moins, deux objections qui ouvrent vraiment un débat. Il y en a une qui est que les populations jeunes ou d'âge moyen peuvent aussi être atteintes par des formes graves de la maladie et peuvent, semble-t-il, avoir des séquelles assez durables. Alors, on ne sait pas si c'est très durable puisqu'on n'a pas le recul nécessaire, mais enfin, bien entendu, il y a des formes aussi qui sont sévères chez des jeunes. Deuxième objection, l'immunité après une infection semble être de courte durée. Donc, est-ce que ce n'est pas vain d'essayer de viser une immunité collective alors qu'on la perd au bout de quelques mois? Alors, il y a quelques éléments de réponse à ces deux objections. À la première, on peut dire, certes, bien entendu, il y a des jeunes ou des personnes d'âge moyen qui sont aussi touchées. Mais à ce moment-là, une fois qu'on a fait ce constat, il faut le mettre en balance avec deux autres choses. Il faut d'abord le comparer avec tous les autres facteurs de décès, de maladies graves ou d'invalidité qui ont d'autres causes pour cette tranche de population. Donc, quelle proportion ça peut prendre par rapport à toutes ces autres causes? Et d'autre part, il faut mettre en balance ce risque-là qui existe avec tous les autres inconvénients sociaux, économiques et psychologiques de fermer, de supprimer toute une série d'activités destinées à ces classes d'âge, activités culturelles, sportives et surtout scolaires. En fait, il faut aussi évaluer la perturbation gigantesque qui a lieu depuis le mois de mars à tous les niveaux de la scolarité et les conséquences que ça va avoir sur l'apprentissage, sur le décrochage scolaire, sur la qualité de l'enseignement. Donc tout ça doit être pris en cause. Donc on veut dire, oui, bien sûr, il y a un risque, c'est vrai, il y a encore un risque pour ces populations d'âge, mais qu'est-ce que ça pèse par rapport à tout le reste, et mettre tout le reste dans la balance. Alors sur la deuxième objection, celle de la durabilité de l'immunité, Étienne en fait avait déjà répondu à cette question lors de sa présentation. Alors je rappelle rapidement sa réponse, c'était oui, il est vrai que le nombre d'anticorps que l'on peut détecter après une infection diminue assez rapidement pour ne plus être détectable au bout de 4 mois à peu près. Mais d'autre part, il y a d'autres éléments de réponse immunitaire qui ne sont pas seulement les anticorps. D'une part, il reste des cellules précurseurs, dit Étienne, des cellules précurseurs qui, en cas de nouvelle infection, en fait, génèrent plus rapidement, vont donner plus rapidement des nouveaux anticorps. Et d'autre part, il y a une réponse immunitaire cellulaire, c'est-à-dire des lymphocytes qu'on appelle T, qui sont cytotoxiques, c'est-à-dire qui s'attaquent directement aux cellules infectées et donc qui peuvent aussi les détruire. Mais le problème, c'est que ces lymphocytes T sont beaucoup plus difficiles à détecter par des tests
et leur efficacité est aussi beaucoup plus difficile à évaluer. Ce qui fait que c'est pas aussi direct de pouvoir dire est-ce qu'une personne est immunisée ou pas. Grâce à cette réponse cellulaire, c'est beaucoup plus difficile à définir si oui ou non elle l'est. Alors cela dit, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber, ça veut dire au contraire qu'il faut creuser ce moyen et qu'il faut creuser cette évaluation. Donc il y a du travail scientifique encore à faire. Alors, on peut aussi répondre du côté empirique, c'est-à-dire du côté de l'observation effective de la croissance de l'immunité collective dans les populations, dans les divers pays du monde. Et là, on a des évaluations qui commencent à être faites un peu dans différentes régions, dans différents pays. Alors avec des résultats parfois spectaculaires. Alors les résultats qui ont l'air les plus impressionnants, c'est à Manaus au Brésil et c'est dans les bidonvilles de Bombay. Alors respectivement, les uns auraient atteint 60% d'immunité collective et les autres 50%, d'après des études de séroprévalence, c'est-à-dire qui justement ont prélevé un échantillon représentatif de la population et ont vérifié qui avait des anticorps, qui dans quelle proportion avait des anticorps pour cette maladie, donc qui avait été infecté avec ou sans symptômes dans ces populations. Donc Manaus, c'est quand même une ville de 2 millions d'habitants. Et les bidonvilles de Bombay, c'était un endroit vraiment où il était impossible de faire des gestes barrières, où il y a une surpopulation, une pauvreté extrême qui empêche d'avoir quoi que ce soit comme équipement, etc. Alors, en France, il y a une étude qui a été publiée récemment, mais dont les résultats se sont arrêtés à la mi-mai, donc qui est une étude qui va de mars à mai, et qui a établi qu'à la mi-mai, donc, les régions qui avaient été les plus touchées par l'infection avaient de 9 à 10% d'immunité collective, et qu'en moyenne, alors comme les autres régions en avaient beaucoup moins, en moyenne sur toute la France, ça faisait 4,5%. Mais ça, c'était à la mi-mai. Donc, évidemment, comme on sait que la diffusion a plutôt augmenté, la diffusion s'est plutôt accélérée, surtout dans les cas asymptomatiques, eh bien, voilà, il faudrait vraiment savoir où on en est maintenant. Mais, je veux dire, on a certainement doublé très facilement. Donc, c'est pas si invraisemblable d'arriver à une immunité collective. Alors, il faut savoir ce qu'on veut, parce que si on veut y arriver, il faut laisser le virus circuler, si on veut y arriver. Si on ne laisse pas le virus circuler dans les populations les moins à risque, alors qu'on dise tout de suite, on ne veut pas arriver à l'immunité collective, on veut attendre le vaccin. Mais le vaccin, il ne va pas arriver avant au minimum, au plus tôt, le milieu de l'année prochaine. Donc ça veut dire, est-ce que jusqu'au milieu de l'année prochaine, on va rester comme on est, avec le nombre de choses qui sont impossibles, interdites, qui coupent les gens les uns par rapport aux autres, qui empêchent la scolarité normale, qui empêchent la vie économique et sociale normale. Bon. Alors, tous ces exemples, évidemment, et toutes ces remarques, je les ai formulées pas tellement pour dire voilà quelle est la vérité. La vérité se trouve dans ces discours alternatifs ou opposés, mais simplement pour dire ces discours opposés n'ont pas en ce moment de place dans l'espace public. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas de place dans l'espace public, sauf dans les marges. Ils circulent uniquement dans les marges de l'information. Si on veut que la population soit capable d'avoir un jugement sur le vrai et le faux, parce que nos autorités, elles n'arrêtent pas de dire qu'il y a trop de fake news et que la population est trop crédule et qu'elle se laisse trop aller à des discours faux. Okay. Si on veut que les gens soient capables de juger du vrai et du faux, il faut leur donner les données nécessaires pour juger du vrai ou du faux, c'est-à-dire les données de base, les données scientifiques. Or actuellement, comme on l'a vu, en fait, même la presse ne reçoit pas les données sur lesquelles sont prises les décisions gouvernementales. C'est ce que disait ce journaliste de l'IB que j'ai cité tout à l'heure. En fait, même la presse n'a pas accès à ces informations de base. Bon, donc, il faut donner ça à tout le monde. Il faut que ce soit absolument public. Et par ailleurs, il faut aussi que le débat argumenté soit public, c'est-à-dire qu'on puisse voir quels sont les raisonnements différents qu'on peut construire à partir des mêmes données et que ça soit en discussion. Sans ces moyens de jugement, il ne faut pas s'étonner que des fake news circulent. Par ailleurs,
Platon disait déjà que la politique, c'est l'art du tissage. C'est un art du tissage, c'est-à-dire c'est l'art de tisser des informations et des nécessités et des exigences qui viennent de domaines extrêmement différents. Donc la politique, la décision politique, elle ne doit pas tenir compte seulement d'un impératif ou d'un type de données, elle doit tenir compte de l'ensemble. Elle doit tenir compte de l'ensemble des conséquences sur l'ensemble de tout ce qui fait la vie collective. Donc une décision politique doit d'autant plus être discutée avec l'ensemble des acteurs de la société et pas seulement sur la base de conséquences sanitaires et surtout purement hospitalières, comme ça a été le cas pour les dernières mesures. Alors, en ce qui concerne les hypothèses sur l'origine du coronavirus, il y a différentes hypothèses qui s'affrontent. Alors, la première hypothèse importante, c'est une zoonose naturelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une zoonose? Ça, c'est depuis des millions d'années, on sait que l'espèce humaine est infectée par des virus émergents et qu'en général, ces virus émergents, ils ne sortent pas de nulle part. En fait, ce sont des virus qui circulent dans une espèce animale qui est en contact avec l'homme et il se fait que le contact répété fait que de temps en temps, sporadiquement, l'homme va être infecté par des virus d'animaux et pour peu que le virus, au moment du transfert, s'adapte, eh bien, il va devenir compétent pour se transmettre d'homme à homme et ça va pouvoir donner une infection qui va persister dans les populations humaines. Ça a été, par exemple, très bien démontré dans le contexte du HIV, où on sait qu'il y a des virus génétiquement très proches du HIV qui circulent dans des espèces de singes et on a pu documenter plusieurs virus de singes qui sont à l'origine, en fait, de différentes virus qui circulent HIV, le HIV1 et le HIV2, sont issus de différents passages de la barrière d'espèces et chaque fois le virus proximal de singe a été identifié. Donc ça c'est un modèle. Alors, mais évidemment, à partir des différents éléments que je vous ai montrés, c'est-à-dire des expériences de gain de fonction qui étaient réalisées dans le laboratoire à Wuhan pour essayer de comprendre comment les coronavirus de chauve-souris pouvaient éventuellement franchir la barrière d'espèces, se pose la question de savoir éventuellement si le coronavirus qui émerge actuellement pourrait être originaire d'un laboratoire. Soit, évidemment, parce que ça pourrait être un virus naturel qui a été collecté chez les chauves-souris, par exemple, et que ce virus naturel aurait pu, dans des expériences, contaminer quelqu'un qui travaillait dans le laboratoire, un animalier, par exemple, ou quelqu'un qui faisait des expériences, et après que ce virus aurait pu franchir la barrière d'espèces et devenir un virus qui infecte l'homme. Donc c'est une transmission zoonotique. En fait, c'est un accident de laboratoire relativement classique, comme des dizaines ont eu lieu déjà dans le monde. Soit on pourrait penser éventuellement, au vu des expériences qui sont décrites dans la littérature, qu'ils auraient pu collecter des virus dans la nature et que dans leurs expériences qui visaient à essayer de comprendre comment justement les coronavirus peuvent passer la barrière d'espèces, ils pourraient avoir modifié les génomes de manière à favoriser l'infection de cellules humaines et avoir ainsi, par ingénierie moléculaire, construit des virus qui seraient éventuellement hautement pathogènes chez l'homme. Okay, ça, c'est cette hypothèse-là, donc des expériences de gain de fonction. Et des hypothèses intermédiaires existent également. On pourrait imaginer qu'ils aient isolé des coronavirus de chauve-souris, mais simplement en testant ces virus dans des espèces intermédiaires dont le récepteur ACE2 est intermédiaire entre l'homme et la chauve-souris, permis une adaptation progressive du virus dans ces modèles animaux qui, après, auraient eu la capacité de franchir la barrière d'espèces dans un laboratoire, dans une contamination de laboratoire. Voilà. Donc ça, c'est les différentes hypothèses qui circulent actuellement. Alors je ne vous cache pas que l'essentiel de la communauté scientifique aujourd'hui et l'essentiel des papiers supportent plutôt ces hypothèses purement zoonotiques et que ces hypothèses aujourd'hui ne sont pas majoritaires dans la communauté scientifique et que donc il y a un débat très très intense de savoir si effectivement il y a des arguments sérieux et solides qui permettraient éventuellement de démontrer ces hypothèses d'accidents de laboratoire. Mais je ne vais pas vous dévoiler
tout le prochain cours, parce que c'est l'objet du prochain cours, mais je voudrais quand même vous dire que les accidents de laboratoire sont des choses qui existent et qui ont existé, et qui sont peu décrits dans la littérature, mais il y a des cas tout à fait significatifs qui sont décrits dans les laboratoires, d'accidents et de virus qui sont sortis de laboratoire et qui ont donné naissance à des épidémies plus ou moins importantes. Donc ici, j'ai essayé de vous faire une échelle du temps depuis 1967. Donc la première évidence tout à fait marquante, c'est le virus de Marburg, en fait, qui est un virus qui a échappé en fait dans la ville de Marburg, qui est un virus de la famille d'Ebola. Et ce sont des singes en fait qui étaient collectés en Ouganda, qui étaient infectés par ce virus, qui ont contaminé des animaliers. Et il y a eu une épidémie de virus Marburg en Allemagne, dans la ville de Marburg, suite à la contamination de ces animaliers. Donc ça, c'est tout à fait bien décrit dans la littérature. Et vous pouvez voir que le virus de la grippe est sorti probablement de laboratoire en 1977, et ça a donné une épidémie mondiale extrêmement importante. Et en fait, ça n'est que récemment qu'on a eu des arguments moléculaires qui supportaient vraiment que c'était un accident de laboratoire, parce qu'il y a des expériences de séquençage qui ont été faites, et ils ont été capables de montrer en fait que le virus de 1977 correspondait à une souche qui circulait dans les années 50. Or, on ne peut pas imaginer qu'après autant d'années d'évolution, un virus ait un génotype qui soit exactement le même. Et donc, les hypothèses actuelles, c'est qu'en fait, ce serait le virus de 1950 qui aurait été collecté et congelé, qui serait ressorti en 1977, notamment dans des expériences qui visaient à faire des vaccins contre la grippe menées à la frontière entre l'URSS et la Chine. On sait qu'il y a eu des accidents de laboratoire avec des poxvirus. Donc, je vous rappelle que les poxvirus, c'est les virus de la variole, typiquement. On sait qu'il y a eu des accidents de laboratoire avec des souches polio, notamment aux Pays-Bas. Quand le vaccin polio, en fait, il y a des vaccins atténués qui, de temps en temps, en fait, perdent leur atténuation et donnent des microépidémies. Et il y a plusieurs accidents qui sont décrits. Et alors, plus important, en fait, avec le SARS-CoV-1, il y a au moins 4 accidents de laboratoire qui ont été décrits en Chine suite à la découverte du SARS-CoV-1. Et je voudrais insister sur le fait que quand on travaille sur des virus respiratoires, évidemment, qui sont transmis par aérosol, c'est extrêmement compliqué quand on travaille sur des modèles animaux de pouvoir se protéger de manière tout à fait efficace. Et donc la dangerosité du travail en modèles animaux sur ce type de virus est énorme. Et il faut bien être conscient de ces dangers quand on travaille sur ce genre de virus. La première question était de savoir, dans ces expériences de gain de fonction, est-ce qu'elles ont des véritables bénéfices pour la société civile et pour la science? Est-ce qu'elles sont justifiées? C'est bien ça la question? Ou alors, oui, ou quel est le discours utilisé pour les justifier? Donc je crois que c'est une vraie question sociétale qui se pose et qui s'est déjà posée, notamment avec des expériences qui ont été faites par Ron Fouchier sur la grippe, où il avait fait des expériences justement de gain de fonction sur la grippe qui avaient mené à construire des virus extrêmement transmissibles dans des modèles animaux par aérosol, et que quand il avait publié ces expériences, il y a eu un tollé dans la communauté scientifique qui avait jugé que c'était inacceptable. Il se fait que les coronavirus sont des virus pour lesquels il y a une communauté scientifique qui est beaucoup plus petite, parce que ça n'intéressait personne jusqu'à quelques mois. Maintenant, tout le monde s'intéresse au coronavirus, mais jusqu'à quelques mois, ça n'intéressait personne. Et donc, qu'il n'y avait pas des mois particuliers par rapport aux expériences de gain de fonction qui étaient réalisées sur les coronavirus, entre autres parce qu'on considérait que ce n'étaient pas des virus à potentiel pandémique important, parce que toutes les épidémies avaient été jugulées où ça donnait des rhumes, ça n'avait aucune dangerosité énorme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la manière dont se justifiaient ces expériences, c'était de pouvoir éventuellement faire de la surveillance, c'est-à-dire d'identifier quelles sont les zones du génome qu'il faut surveiller pour voir si éventuellement un virus qui circule chez les chauves-souris ou dans un autre animal a un potentiel d'éventuellement infecter l'homme, pour éventuellement pouvoir travailler, éviter cette transmission à l'homme. Ça, c'est un des arguments qui est utilisé. Un autre argument qui est utilisé, c'est un argument qui est de l'ordre de « on va faire ces modèles-là pour essayer de trouver comment on va faire des vaccins pour se prémunir et pour se préparer à éventuelle pandémie ». Donc ça, c'est un deuxième argument qui est utilisé. Et puis, il y a un troisième argument qui consiste à dire, en fait, ces expériences, en fait, elles sont nécessaires parce que les scientifiques
scientifiques, ils doivent comprendre les processus et il n'y a pas de limite à la compréhension des processus et donc il faut que ces expériences soient faites. Et enfin, je crois qu'il y a une partie importante de la communauté scientifique pour laquelle la question ne se pose pas nécessairement de manière tout à fait clé et pertinente. Je vais prendre un exemple très très simple. Moi, je donne des cours depuis une quinzaine d'années en L3 ou M1, M2, et j'apprends à mes étudiants comment est-ce qu'on peut justement faire des clones moléculaires, c'est-à-dire des virus, des systèmes de génétique pour pouvoir exprimer dans des cellules des virus. Et je leur apprends à faire ça avec le virus HIV, et une des expériences que je leur demande de faire par la pensée, je leur dis, voilà, on a un virus HIV, et ce virus, il infecte que les lymphocytes TCD4 parce que sa protéine S, elle reconnaît que les lymphocytes. Mais dans le laboratoire, on a des protéines qui reconnaissent tous les types cellulaires. Est-ce que vous pourriez me trouver une méthode pour faire un virus où on va échanger les protéines d'enveloppe pour faire un virus HIV qui infecterait tous les types cellulaires? Et ça fait 15 ans que j'enseigne ça, et ça fait 15 ans que chaque année, les étudiants me répondent « Oui, il n'y a aucun problème, nous avons trouvé la solution » et qu'ils me construisent des virus chimères qui sont à peu près identiques à ceux que je vous ai présentés là et qui sont d'une dangerosité extrême. Et donc moi, chaque année, j'interviens en leur disant « Mais ce que vous avez fait là est extrêmement dangereux. Si vous étiez étudiant dans mon laboratoire, eh bien, je vous dirais « C'est impossible que vous restiez au laboratoire pour faire ce genre d'expérience, il faut que vous quittiez le laboratoire, parce que c'est trop dangereux ce que vous me proposez là. » Et donc, c'est un objet de travail, et on peut travailler ensemble après, de savoir comment est-ce qu'on peut effectivement répondre à la question que je leur pose, mais sans faire des virus qui sont hautement pathogènes et hautement dangereux, et il y a des méthodes pour faire ça. Et donc, la réflexion que j'invite la communauté scientifique à faire, c'est de voir si on ne peut pas répondre aux mêmes questions, mais en utilisant des outils moléculaires qui sont beaucoup moins dangereux et beaucoup plus contrôlés, de manière à éviter justement l'écueil de faire des expériences de gain de fonction qui sont, à mon sens, relativement dangereuses. Alors il y a eu un autre scandale qui est arrivé, vous en avez sans doute entendu parler, c'est que Luc Montagnier, il y a quelques mois, en avril, a fait des interviews sur différents médias et où il a affirmé que le virus de coronavirus contenait des morceaux de séquences qui avaient été insérés intentionnellement et qui étaient des morceaux de séquences du génome du HIV. Le HIV, le Human Immunodeficiency Virus, c'est le virus qui est responsable du SIDA, du syndrome immunodéficitaire acquis. Donc, Luc Montagnier, en fait, est quelqu'un qui a obtenu le prix Nobel parce que c'est son laboratoire qui a caractérisé, démontré que ce virus était le virus du sida et qui a caractérisé moléculairement ce virus HIV. Donc c'est quelqu'un qui est évidemment qui a un poids médiatique important, c'est un prix Nobel pour le HIV. Alors à ce moment-là, en dépit de sa célébrité, tout de suite ça a été très contesté, non seulement par le monde scientifique mais aussi même par les journalistes, parce qu'il s'avère que Luc Montagnier depuis plusieurs années a régulièrement, ou sporadiquement, mais à plusieurs occasions, fait des déclarations médiatiques très surprenantes sans disposer forcément de tous les arguments pour les soutenir. Et notamment, il a à un moment fait toute une campagne pour prétendre qu'il avait démontré qu'il y avait une mémoire de l'eau. Et les arguments qu'il a fournis pour ça n'étaient vraiment pas convaincants. Il a aussi soutenu que l'homéopathie fonctionnait grâce à cette mémoire de l'eau. Donc il a mené des campagnes comme ça à différents moments, et y compris aussi une très forte critique des vaccins, qui font qu'il s'est un petit peu qu'il a été un peu discrédité médiatiquement et dans la communauté scientifique. Alors évidemment, nous pensons que le fait qu'il soit très célèbre ou qu'il soit discrédité ou contesté, que ce soit quelqu'un de très polémique, c'est pas ça qu'il faut regarder. On s'est dit exactement la même chose que pour ce qui précède, regardons dans les données. Et donc on est allé écouter les arguments de Luc Montagnier. J'ai copié ici dans les diapos son interview, vous pouvez le lire. Mais en gros, une chose importante, c'est que Montagnier n'a pas dit que ça avait été fait dans le but de nuire. Le journaliste lui a demandé, mais vous voulez dire que c'est du bioterrorisme? Et il a dit non, pas du tout, c'est pas du bioterrorisme. Je pense que ce qu'on a fait, c'est d'utiliser le génome de ce coronavirus comme un châssis pour mettre des petits bouts de séquence du sida et ainsi
essayer de l'utiliser pour faire un vaccin contre le sida, pour susciter une réponse immunitaire contre le virus du sida. Et donc qu'il y a eu un accident, qu'il y a eu un dérapage au cours de cette expérience, parce qu'évidemment, ce n'est pas très malin de mettre des morceaux de virus du sida dans un virus qui lui-même appartient à une famille extrêmement périlleuse, quoi. Donc là, il s'appuyait sur 2 arguments. Il a cité le travail d'un mathématicien, un collègue mathématicien, Jean-Claude Pérez, qui a fouillé les moindres détails de la séquence, et une analyse de séquence génomique et protéomique qui a été produite par un laboratoire indien. Et, dit-il, il dit que ce laboratoire a été forcé de rétracter ses papiers. Il y a eu une pression qui a été faite sur eux pour qu'ils ne publient pas leurs résultats, enfin qu'ils retirent leurs résultats qu'ils avaient déposés sur un site de préprint. Alors en fait, on est allé regarder dans les résultats. Le résultat de l'équipe indienne des insertions bizarres ne sont pas très convaincants, et j'ai contacté cette équipe pour savoir si effectivement ils avaient subi des pressions, etc. Et ils m'ont dit que dès le moment où ils ont mis leur article sur ce site de préprint, il a été très critiqué par des collègues. Il n'y a pas eu de pression politique, c'est que des collègues ont dit mais votre argument, celui-ci, il ne tient pas parce qu'il vous manque tel élément d'argumentation. Ici, les séquences sont trop petites et donc ce n'est pas significatif, ça pourrait être dû au hasard. Et donc, ils ont reçu une série de critiques qui font qu'ils se sont dit il faut qu'on remette le pain sur la planche. Et donc, ils ont retiré leur article et ils travaillent à développer une argumentation plus étoffée. Alors, il faut savoir aussi que ces insertions, une chose assez intéressante, c'est que ces 4 insertions, elles ont des positions tout à fait particulières. J'ai représenté ici sur le même schéma que j'utilise depuis le début, ces 4 insertions. Et ce qui est intéressant, c'est de les projeter sur la structure tridimensionnelle. Et on voit qu'il y a 3 de ces insertions ici qui sont à la surface extérieure de la protéine, à la surface qui est exposée. Et ça, c'est très important parce que ce que ça veut dire, c'est que c'est typiquement les endroits de la protéine que notre système immunitaire va pouvoir reconnaître. Et donc, c'est là-dessus que le système immunitaire construit les anticorps. Les anticorps vont être dirigés contre l'extérieur de la protéine, puisqu'ils ne vont pas pénétrer à l'intérieur. Et donc, c'est des régions qui, de manière générale, sont assez variables chez les coronavirus, pour les raisons que je vous ai dites de pression sélective. Donc, sur l'argument de Jean-Claude Pérez. L'argument de Jean-Claude Pérez reposait sur une comparaison de séquences, comme je vous ai montré tout à l'heure, où il avait aligné 2 séquences. Vous vous souvenez du premier alignement que je vous ai montré. Et sur cet alignement, en fait, il montrait qu'il y avait, sur une longueur de 28 nucléotides, il y avait une correspondance de 25 nucléotides. Et puis, il y avait des différences aussi. Et lui, il dit « Ah, ça se ressemble furieusement, et donc, cette séquence, elle vient du génome du sida. » Mais le problème, c'est que quand vous comparez 2 séquences très grandes, le génome du sida, il fait 10 kilobases, le génome du SARS-CoV-2, il en fait 30, ben, des petits morceaux d'une trentaine de nucléotides où il y a 25 correspondances, ben, on va en trouver par hasard. En fait, nous, en bioinformatique, depuis 40 ans, ce qu'ont fait les bioinformaticiens, c'est que quand on fait des alignements de séquences comme ça et qu'on trouve des correspondances, on a des mesures pour tester à quel point c'est significatif. Et ces mesures-là, ben, la mesure, elle indique que ce n'est pas significatif. Vous avez un score qui est plus grand que 1, alors que normalement, quand c'est significatif, on a des scores de 0,00000001 ou des choses comme ça. Parfois, c'est 10 exposant moins 20, 10 exposant moins 100. Et lui, il a un score de 7. Et moi, ce que j'enseigne aux étudiants de 2e licence en biologie depuis des années, c'est quand on a un alignement, on regarde le score qu'on appelle la E-valeur, l'espérance des faux positifs. Si c'est plus grand que 1, laissez tomber, il n'y a rien à voir. Et on peut le tester très simplement, ce qu'on a fait dans la revue, en prenant la même séquence, les 2 séquences que lui a analysées, on en prend une et on mélange les lettres. Et quand on fait ça, ben, on a un génome qui est un faux génome, c'est un génome aléatoire. Et quand on fait ça, ben, j'ai fait un alignement entre le génome aléatoire et le génome de SARS-CoV-2 et on trouve des morceaux qui correspondent aussi bien, si pas mieux, des morceaux de la même taille, des petits morceaux comme ça, 30 vers de base, qui correspondent aussi bien. Donc c'est une démonstration empirique du fait que ce n'est pas du tout significatif. On prend n'importe quoi, on obtiendra la même chose. Donc pour le moment, ça ne veut pas dire que le génome est naturel ni qu'il est de laboratoire, simplement ça veut dire que ces arguments-là ne nous éclairent pas. Il y a un papier qui a fait beaucoup de bruit, donc celui-là il vient de sortir, il est sorti il y a 2 semaines, et c'est un article, là j'ai pris cette photo la semaine passée, le jour même où il est sorti, donc il n'est même pas sorti, c'est un article qui n'a pas été publié dans une revue avec comité de lecture. C'est un article qui a été déposé sur un site de préprint. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est de plus en plus courant pour les scientifiques, surtout dans une optique de sciences ouvertes, de déposer des articles avant même de les soumettre aux journaux. Comme ça, on marque un jalon, on dit voilà, tel jour j'avais fini le travail, voici mes arguments, voici mes résultats. Et puis, en plus, les collègues peuvent faire des critiques et ça permet d'améliorer l'article avant de le soumettre aux journaux. Donc, les journaux voient ça d'un très bon œil parce que ça veut dire qu'il y a
une pré-amélioration de l'article avant qu'il soit vraiment envoyé au journal et soumis à une analyse par des experts. Et il y a un article qui a été déposé comme ça il y a 2 semaines par une chercheuse chinoise qui s'appelle Li Mengyan et qui travaille dans un institut qui est l'institut de référence pour l'OMS concernant les épidémies virales et les dangers d'émergence. Et elle a fait savoir par des réseaux sociaux qu'en fait, elle avait des preuves que le virus a été construit, qu'il est d'origine synthétique. Elle a fait savoir ça, et puis elle est partie aux États-Unis, où elle vit aujourd'hui, et elle avait dit, quand j'arriverai aux États-Unis, je vais publier mes résultats qui démontrent l'origine artificielle du virus. Elle a publié ces résultats sur ce site de préprint, et maintenant, elle va essayer de les publier dans une revue avec référé, comité de lecture, mais le jour où elle l'a déposé, il y a eu des centaines de milliers de téléchargements. Et là, vous voyez ici qu'une semaine après, il y en avait 600 000. Donc cet article a eu un impact énorme, il a été lu énormément. Et justement, elle dit, dans le génome de SARS-CoV-2, je trouve des sites de restriction. Et là, elle en trouve un site ici, EcoR1, qui est vraiment la tarte à la crème de la biologie moléculaire. C'est le premier qu'on apprend dans les travaux pratiques de biologie moléculaire. Et puis un autre site d'une autre enzyme de restriction, BSTE. Et précisément, il tombe au début et à la fin de l'endroit où il y a une recombinaison. Donc elle dit, voilà une preuve qu'il y a eu du bricolage. Alors ce qu'il y a, c'est que nous ici aussi, on a fait un alignement, mais cette fois-ci un alignement multiple. Et si on prend ce site EcoR1, ce qu'on constate, c'est qu'il n'est pas uniquement présent chez SARS-CoV-2, mais aussi dans le génome de RAG13. Mais ça, ce n'est pas forcément étonnant, puisque l'idée, c'est que... Enfin, son idée à elle, c'est d'ailleurs que c'est un autre génome qui a servi de châssis. Mais en fait, ce site EcoR1, on le trouve dans d'autres génomes, y compris le pangolin le plus proche et la chauve-souris la plus proche. Donc ce que ça veut dire, c'est que rien n'est impossible en fait, mais ça veut dire que si c'est le cas, on a dû utiliser le même site et l'insérer d'une part dans les séquences du virus humain et d'autre part dans les séquences du virus de la chauve-souris et d'autre part dans les séquences du virus du pangolin. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi en mauve ici, c'est que dans les autres génomes, y compris tous les génomes qu'on a vraiment séquencés depuis longtemps, qui datent de bien avant l'émergence, on a presque la même séquence en fait. Il y a juste un nucléotide qui diffère, c'est-à-dire qu'ici, on a un A à la place d'avoir un T. Et donc, c'est typiquement, il n'y a rien, c'est pas comme si on avait inséré quelque chose de tout à fait nouveau là. C'est vraiment qu'il y a eu, vraisemblablement, une substitution d'un nucléotide qui a fait qu'il y a un site qui pourrait être reconnu par EcoR1. Mais dans l'ensemble du génome, il y a 9 autres endroits où il y a des sites EcoR1. Parce que c'est un site de 6 paires de bases, comme je vous l'ai dit, ça se trouve partout. Et on observe à peu près la même chose pour l'autre site BSTE2. Bon, il est présent aussi dans les 3 génomes en question, mais qui sont les plus proches du SARS-CoV-2, mais il est aussi présent dans d'autres génomes de la lignée des SARS-CoV, enfin des coronavirus, bêta-coronavirus. Donc l'argument n'est pas vraiment convaincant. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure à ce stade ? Pas grand-chose, en fait, c'est assez décevant, puisque je vous avais dit qu'on allait investiguer 2 hypothèses. À ce stade, ce qu'on pense avec les collègues qui ont mené cette étude, c'est qu'on n'a pas des arguments complètement incontournable, convaincant, ni pour démontrer que l'origine est naturelle. Enfin, quand je dis on n'a pas, c'est que dans la littérature et dans notre propre travail, on ne trouve aucun argument qui permette vraiment de statuer. C'est-à-dire que tout ce qu'on observe pourrait s'expliquer soit par une origine naturelle, soit par un travail de laboratoire. Et on ne va pas épiloguer là-dessus parce que ça demande vraiment d'entrer dans les détails techniques, mais vraiment chacune des choses qu'on observe pourrait s'expliquer de l'une ou l'autre manière. Pour les hypothèses de Montagnier, il faut quand même un petit peu creuser parce que ce que ça voudrait dire aussi, c'est que eux, ils ont regardé uniquement le génome de SARS-CoV-2, mais en fait, les insertions en question, enfin, ils ont comparé, ils n'ont pas fait une analyse très détaillée du point de vue phylogénétique, mais les insertions qu'on retrouve, on les trouve non seulement chez SARS-CoV-2, mais aussi chacune de ces insertions, on les trouve à des endroits différents dans la phylogénie. Il y en a une qui est propre à l'humain, il y en a une qu'on trouve chez l'ensemble des virus de la famille des SARS-CoV-2, de ceux de chauve-souris et de pangolins. Il y en a dont on trouve des formes différentes chez les pangolins et les chauves-souris éloignés et chez les génomes très proches. Et donc on a chaque fois l'impression qu'on a eu des insertions qui sont arrivées à des moments évolutifs différents. Par contre, une autre possibilité, ce serait que toutes ces insertions résultent de biologie moléculaire dans des virus qu'on a cultivés en laboratoire. Mais là, il faudrait quand même commencer à imaginer des choses assez lourdes. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des virus qui sortent du labo de Wuhan. Il y en a qui sortent de différents laboratoires. Donc il faudrait que tous ces laboratoires s'amusent à faire des insertions dans les génomes de pangolins, de chauves-souris, et puis qu'il y en ait une qui se soit échappée. C'est peu vraisemblable. Donc
pour chacun de ces arguments-là, enfin, ils ne sont pas tous du même poids, mais en tout cas, à mon avis, on ne peut pas conclure. Mais du coup, il y a deux choses, à mon avis, qu'il faut faire. C'est qu'il faut continuer à poser cette question, parce qu'on peut maintenant imaginer la manière dont on peut glaner les informations qui nous manquent. Et pour glaner ces informations qui nous manquent, tout va dépendre de l'hypothèse qu'on veut tester. S'il s'agit d'une zoonose récente d'origine naturelle, il faut absolument qu'on retourne dans la nature ou dans les élevages, pas seulement les zones naturelles. D'ailleurs, tous les endroits où il y a des animaux qui côtoient l'homme, des animaux qui portent éventuellement des coronavirus, et qu'on fasse de l'échantillonnage le plus intense possible pour trouver d'où sort ce virus. Si on pense par contre, c'est une hypothèse qui a été émise, que le virus SARS-CoV-2 aujourd'hui, j'en ai pas encore parlé, mais qu'au moment où il y a eu une contamination précédente avec un virus, coronavirus, qui était relativement toxique, mais pas, enfin, qui n'était pas aussi pathogène que le SARS ou le MERS ou le SARS-CoV-2, mais qu'il a circulé, ce virus a circulé dans les populations humaines, qui provoquait des pneumonies. Il circulait, disons, à bas bruit, comme on dit, donc sans faire trop de catastrophes, et puis que progressivement il a évolué, qu'il a acquis ses insertions, et puis à un moment il y a eu une insertion en plus qui a suscité l'apparition de ce site furine, qui est unique à l'humain, et que c'est ça qui l'a transformé en ce virus extrêmement dangereux qu'on connaît aujourd'hui. Si on pense que c'est ça qui a pu se passer, ce qu'il faut faire, c'est aller en Chine, retrouver chez tous les gens qui ont eu des pneumonies atypiques, si on a des échantillons, des gens qui ont eu ça il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, collecter les échantillons, extraire les virus et séquencer ces virus. Et la troisième hypothèse, si on pense que le virus a été développé en laboratoire, la seule solution, c'est d'aller dans le laboratoire et de voir les cahiers de labo, de voir tout ce qui s'est fait dans le laboratoire et que ce soit une commission internationale qui le fasse. Évidemment, chacune de ces 3 hypothèses, pour pouvoir la tester, il faut qu'il y ait une collaboration du gouvernement chinois et des laboratoires chinois. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. On peut prendre des questions et puis discuter.